Cet atelier-là, en fait, en partie, là, je l'ai formaté et aussi présenté là, au REFAD. Et je vois que dans la liste des participants, il y a des personnes qui étaient déjà, qui ont déjà assisté, là, dont Christophe, qui est ici avec nous dans la salle. Juste pour me situer un peu, est-ce que d'autres personnes avaient assisté à cette conférence-là, juste peut-être en levant le pouce? Lorsque je l'ai déjà présenté là, en novembre. Donc, je vois, OK, donc il y a Christophe. Est-ce que vous êtes un peu familier avec le sentiment de présence sociale? Peut-être lever le pouce pour me dire ceux qui sont familiers, puis descendre le pouce pour ceux qui sont plus ou moins, juste pour que je puisse avancer avec vous là, dans cette aventure-là. Euh, OK, donc si je regarde là, Vincent, là, au niveau du tableau, on pourrait dire qu'à peu près 50-50, là, certains sont familiers, d'autres un peu moins. Je vous invite à poser des questions dans le chat là, à mesure, puis peut-être on aura l'occasion là, par moment là, d'échanger avec la voix là, selon notre progression. Ma conférence est, mon atelier est prêt. Oui, pardon, est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole? Oui, absolument. Oui, donc, pour, pour faire un petit wrap-up, le déroulement de la période, on va avoir des périodes qui sont plus thématiques, donc où on va vous présenter des idées, des réflexions et des exemples. Et puis, pendant ces périodes-là, je vous invite à Parfait, écrire vos excellent. Donc, on questions dans le pourrait. chat pour qu'on puisse par la suite poser les questions Excellent. justement OK, dans des merci périodes beaucoup, plus de Vincent, pour la questions. précision. Donc, on pourrait Donc, penser qu'on a vous êtes trois invité temps là, à là, écrire vos où questions on au fur pourrait et à échanger, mesure de si ça te l'atelier. convient, Vincent. Dans la première partie, j'aimerais brièvement là, aborder les aspects théoriques là, de l'empathie en pédagogie, du sentiment de présence sociale, là, pour qu'on puisse partir avec une base commune. Ensuite de ça, en essayant le plus possible là, d'éviter une certaine redondance, j'aimerais qu'on parle des effets ou des bénéfices sur les apprentissages de du- justement des concepts là, d'empathie et de sentiment de présence sociale. En deuxième partie, je pense que ça sera peut-être la partie qui sera la plus chargée. J'aimerais échanger avec vous là, sur les différentes stratégies que j'applique ou qu'on peut appliquer dans le contexte de la formation à distance, en mode synchrone, si vous me le permettez. Donc, je vais surtout parler de stratégies qu'on utilise là, comme aujourd'hui là, en visioconférence sur le web, mais ça peut aussi s'appliquer avec un peu de créativité là, en visioconférence, là, j'oserais dire traditionnelle. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose là, comme aventure. Euh, donc, comme le dit Vincent tout à l'heure, c'est un phénomène de plus en plus croissant, là, le e-learning ou le téléapprentissage. Donc, il y a plusieurs avantages, évidemment, dans une institution comme l'UQAR, par exemple, où on a un grand territoire à desservir, là, de la Gaspésie jusqu'aux limites là, du Bas-Saint-Laurent en passant par la côte nord. Euh, donc, plusieurs avantages, c'est de desservir le territoire en même temps de diminuer là, les coûts là, de déplacement là, des professeurs vers d'autres points de service qui pourraient être situés suffisamment loin. Par contre, le désavantage, comme on peut peut-être déjà le pressentir, c'est que en étant chacun de son côté dans une pièce euh, seule, la plupart du temps, on peut éprouver un sentiment d'isolement dans le fond, qui peut lui-même influencer là, la motivation. Euh, Encore une fois, la formation à distance, c'est quelque chose qui est en croissance et aussi en développement. Sans m'attarder là, de manière trop exhaustive là, sur ce tableau-là, je voulais vous présenter là, une synthèse là, de ce que Anderson et Dron ont nommé les trois générations là, de formation à distance. Trois générations qui influencent, je dirais d'une certaine façon, la place prise par le professeur là, dans l'enseignement, notamment avec la première génération qui est basée sur un enseignement ou une approche directe cognitive comportementale,
on voit que le professeur prend une place quand même assez importante dans la création du contenu. Il est l'expert et il est d'une certaine façon pratiquement responsable là, de la manière dont euh, les étudiants vont pouvoir retenir là, son contenu. Par la suite, et là, ben, vous m'excuserez d'être en multitasking en donnant l'autorisation ou les droits d'accès là, à ceux qui viennent d'entrer. L'approche constructiviste ici, qui est probablement celle qui est la plus utilisée encore aujourd'hui, j'oserais dire, permet au groupe d'apprenants, par le biais de discussions et d'échanges, donc de construire ces apprentissages. Et on aurait la troisième génération, là, celle qui vient avec les réseaux sociaux, qui est la, euh, l'approche, je dirais, connectivisme, où les individus vont construire leurs informations ou leurs apprentissages en fonction de ce qu'ils ont besoin là, d'apprendre. Donc, comment est-ce que, à partir de ça, comment est-ce qu'on peut socialiser en fin de compte dans un contexte là, d'apprentissage à distance et de réseaux virtuels de pratique ou communauté d'apprentissage? En premier lieu, qu'est-ce que la classe traditionnelle nous offre comme avantage? De prime abord, on pourrait penser que les principaux avantages sont relationnels, sociaux, évidemment la richesse des contacts, la diversité des signaux, euh, et la perception de l'autre, qui peut être perçu comme sociable, chaleureux ou sensible. Ici, fort probablement que le professeur a plus de chance, est plus susceptible là, de être perçu ou vu comme empathique, étant donné les inputs qu'il reçoit le plus facilement là, de la classe lorsqu'il est en présence. Dans la classe virtuelle, la problématique qu'on pourrait cibler d'entrée de jeu, je dirais, c'est le fait d'être éloigné et isolé qui entraîne d'une certaine façon une perte de certains contacts, les contacts relationnels et interactionnels, ce qui crée d'une certaine façon une distance psychologique. Et ce que j'aimerais voir et discuter avec vous là, cet après-midi, en fait ce midi, c'est de voir comment exploiter puis utiliser les technologies, donc pas seulement la visioconférence, mais aussi d'autres éléments tels que Google Drive ou Skype ou Moodle, tiens, pour réduire cette distance psychologique-là qu'on est susceptible de vivre dans un contexte d'enseignement à distance. Donc, dans un premier temps, si on adopte si on fait une réflexion ensemble, en fait, sur l'empathie en pédagogie, on pourrait l'utiliser en tant qu'outil en pensant que une approche empathique permettrait de mobiliser les étudiants en facilitant leur attachement à ce que le professeur enseigne. On peut aussi penser qu'une approche empathique permet aux étudiants de se sentir considérés comme des personnes distinctes et complexes, donc comme existant dans cet univers virtuel d'enseignement, permettrait d'augmenter la motivation de l'apprenant. Donc, on peut supposer que les apprentissages seraient accélérés par le fait même. Euh, une approche empathique et je dirais, une réflexion ou des modifications ou des efforts faits sur l'établissement d'une relation avec l'étudiant pourrait assurément permettre à l'étudiant d'avoir du plaisir dans ses apprentissages par la création justement de ce lien-là étudiant et enseignant. Euh, donc, attendez, j'avais masqué des planches. Les écrits scientifiques, en fait, ceux que j'ai consultés, ont démontré que le sentiment de présence pourrait être un facteur qui permettrait d'améliorer, en plus de l'approche empathique en pédagogie, pourrait permettre l'amélioration à la fois de la qualité de l'enseignement et à la fois permettrait de socialiser en développant un sentiment d'appartenance au groupe. Et donc ici, les facteurs qui nous intéressent, ou en fait les facteurs de diversité, je pense qu'on pourrait être susceptible de vouloir contourner et
sont donc la distance géographique, temporelle et psychologique. Et je pense, en tout cas, je vous suggère d'évaluer le sentiment de présence sociale comme étant une clé pour réduire ces distances-là et se rapprocher finalement dans la classe virtuelle en mode synchrone ou même en mode asynchrone là, de ses étudiants pour faciliter leur apprentissage. Voilà. Je voulais discuter avec vous du lien qui peut exister entre le sentiment de présence sociale et l'empathie. Et ce que je vais vous proposer comme, je dirais, réflexion, il serait possible que les éléments d'empathie ou les éléments relationnels entre l'étudiant et le professeur fassent partie euh, des aspects affectifs en lien avec la présence sociale. Donc, à partir de maintenant, j'aimerais évaluer la possibilité ou voir avec vous comment est-ce que on peut intégrer ou fusionner le concept d'empathie ou de relation avec l'autre, avec l'étudiant, au concept de sentiment de présence sociale. Donc, l'empathie, qu'est-ce que c'est? Donc, en psychologie et selon Roger, c'est la capacité de percevoir avec précision le système de référence interne de l'autre avec toutes les composantes là, qui sont en présence, là, les composantes émotionnelles et les interprétations que l'autre a par rapport à ses émotions, comme si on était cet autre-là, mais sans jamais perdre de vue ce comme si. Donc, prendre en considération ce que l'autre vit, la façon dont la matière est apportée, la façon dont la charge de travail est perçue, sans se fusionner finalement avec ce qu'on perçoit de l'autre au niveau du senti. Pour ce qui est de la présence sociale, ce que je voulais vous proposer comme définition, c'est l'étendue avec laquelle l'autre apparaît comme étant réel. Et je verrais ça ici, si vous me permettez, là, comme un continuum dans le fond, d'intimité, donc de proximité avec l'autre, de proxémique, je dirais, la façon dont on peut se sentir plus ou moins proche de l'autre, donc moins proche à plus proche, et aussi comme étant des facteurs d'immédiateté. Donc, est-ce que je me sens plus ou moins présent au niveau psychologique de mon professeur? Donc, évidemment, là pour aujourd'hui ou pour ce moment-ci, je vous présente la perspective professeur-étudiant. Fort probablement, on pourrait critiquer cette approche-là, puis dire qu'il y a aussi, euh, dans une, euh, dans une approche constructiviste, l'importance de considérer les interactions aussi entre les euh, je pense que l'empathie ou les approches empathiques peuvent facilement permettre d'améliorer ou de favoriser l'intimité puis l'immédiateté là, dans une relation avec les étudiants et fort probablement qu'on pourrait penser entre les étudiants également. Donc, le sentiment de présence sociale consisterait à se projeter ou concernerait la capacité à se projeter socialement, émotionnellement, avec ses éléments propres de sa personnalité dans une communauté en ligne. Euh, pour ma part, j'aimerais voir la possibilité, si vous êtes d'accord, de voir le sentiment de présence sociale comme le degré avec lequel une personne se sent en interaction avec des vraies personnes lorsqu'on est en ligne, comme on le fait actuellement. Et évidemment, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que il convient de comprendre le sentiment de présence sociale dans les interactions qui existent entre tous les protagonistes, c'est-à-dire dans la relation professeur-étudiant comme dans la relation étudiant et étudiant. Pour ma part, j'aimerais envisager avec vous la possibilité qu'il existe trois composantes là, à la présence sociale qui sont tout aussi importants là, à considérer là, dans la conception d'un cours en ligne. Donc, il y a la perception de l'utilisateur, la perception d'être dans une classe, de faire partie d'un groupe, d'être en contact avec un professeur. Il y a les médiums utilisés qui peuvent être variés et complexes.
qui peuvent être l'ordinateur, la plateforme, donc avec la caméra vidéo, la plateforme Moodle ou autre, et la visioconférence aussi pour moi, je pense que ça entre en termes de médium et les interactions qu'on peut avoir via ce médium entre les différents protagonistes là, du groupe. Donc, pour ma part, dans les stratégies là, que je vais vous présenter tout à l'heure, euh, ces trois éléments-là m'apparaissent comme importants. Puis, j'aimerais peut-être au fur et à mesure là, que la conférence avance, vous entendre à travers, à- euh, par rapport aux stratégies que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais juste avant, euh, quels seraient les bénéfices finalement de s'intéresser à la fois aux dimensions humaines et interrelationnelles là, en lien avec l'empathie et aux aspects sociaux en lien avec la présence sociale? Qu'est-ce que ça serait les bénéfices au niveau des apprentissages? Donc, ici, je pense qu'on peut s'intéresser à la classe virtuelle au mode asynchrone, mais aussi on pourrait réfléchir et se demander quelle place le sentiment de présence sociale peut aussi prendre dans une classe traditionnelle. Donc, on peut penser que d'avoir à l'esprit de créer une dynamique de groupe et de faire en sorte que les gens développent un sentiment d'appartenance au groupe, malgré le fait qu'on passe par un médium virtuel pour pratiquer, donc pour transmettre les connaissances. On peut penser qu'on augmente le niveau de confort de l'étudiant, des pairs, du professeur, là, et par le fait même, on peut penser qu'on facilite les interactions, les échanges, les discussions qui sont propices à la construction des apprentissages. On peut penser aussi que c'est intéressant davantage à ce que l'étudiant vit, à la façon dont il se sent à la fois dans le groupe et à la fois avec, en contact avec les apprentissages. On peut penser que l'étudiant peut voir sa confiance dans le groupe augmenter, sa motivation à faire de nouveaux apprentissages également, et le lien d'attachement au groupe et au professeur là, s'en trouve amélioré, de telle sorte que les interactions sont peut-être facilitées, ou en fait se réalisent avec une plus grande fluidité, soutenant ici là, les apprentissages que l'individu peut réaliser là, dans la classe. Donc, selon la recension que j'ai faite, il existe plusieurs bénéfices qui ont été démontrés, là, je dirais, euh, en lien avec le sentiment de présence sociale, puis des approches empathiques en pédagogie. Donc, les interactions, évidemment, entre les étudiants s'en trouvent améliorées, ce qui influence positivement leurs apprentissages et les performances scolaires. Donc, le taux de satisfaction s'en trouve aussi amélioré du fait que les gens sont proactifs et interactifs là, à l'intérieur de leurs apprentissages. Le sentiment de présence sociale permet aussi euh, d'améliorer, en fait, d'exercer un certain leadership et de développer là, des relations affectives là, entre les membres là, du groupe. Euh, Si j'avais à faire une synthèse des principaux bénéfices, je dirais que je les diviserais en deux sections ou en deux principales parties. Les bénéfices sur la satisfaction liés à l'enseignement, liés à la qualité des apprentissages. Et j'aurais la section ou la sous-section qui est en lien avec euh, l'atteinte d'objectifs, c'est-à-dire de transmettre des connaissances pratiques, ou en tout cas dans mon cas pratique, et exportables en clinique là, pour les étudiants. Euh, donc, évidemment, ici, insister sur le contact ou la relation avec l'autre, donc avoir développé et manifester son empathie. Et effectivement, ça permet d'améliorer les interactions. Là. Je sais qu'il y a un peu de redondance, je dirais que ça permettrait de stimuler davantage les échanges et favoriser l'engagement. Je vais passer plus rapidement sur cette planche-là pour éviter effectivement là, les redondances. À ce stade-ci de la présentation, où on a à peu près là, 25 minutes de fait, moment où on a
un peu camper là, les deux principaux concepts, je vous proposerais d'aborder tout de suite les stratégies ou les principales stratégies là, qu'on peut développer et optimiser là, pour justement développer ces attitudes empathiques et développer le sentiment de présence sociale. Euh, J'aurais tendance à tout de suite enclencher avec les stratégies, Vincent, puis peut-être faire une pause pour regarder qu'est-ce que les gens pensent, s'il y a des échanges qu'on peut Un faire moment, par rapport on à aurait certaines peut-être stratégies, puis y aller comme ça en deux étapes. Est-ce que ça te conviendrait pour les échanges? d'accord, on aurait eu une question de Monsieur Lajoie. Finalement, sa main s'est baissée. Ah, OK. Est-ce que ben, on peut peut-être prendre une pause tout de suite pour échanger par rapport à cette première partie? Donc, François Lajoie avait la main levée dans le tableau de bord. Euh, Monsieur Stéphane Bilodeau aussi. Donc, vous pouvez écrire les questions à tous les animateurs et puis je les lirai à Monsieur Banville. D'accord. Donc, c'était la main levée étant donné la question du début, donc sur le oui ou non sur Ah, OK. la Parfait. connaissance de l'empathie et du virtuel. OK. Donc, Donc, on on avait continue, on aussi est à l'écoute de vos questions. OK, parfait. Donc, je vous invite. Donc, c'est ça, Vincent, on invite les gens à écrire au fur et à mesure leurs questions pour permettre à toutes les fois où on prend une pause là, de pouvoir les poser avec fluidité. Si j'ai bien compris, on fonctionne comme ça. Donc, les meilleures stratégies, évidemment, pour développer son empathie, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, c'est écouter les émotions qui l'habitent, c'est être à l'affût des réactions possibles de l'étudiant avec ce qui est présenté, et c'est de voir ce que le cours et la matière peut faire vivre à chacun des étudiants. Euh, En petits groupes par via, comme aujourd'hui ou en visioconférence, c'est intéressant de pouvoir faire des rétroactions ou avoir des rétroactions par rapport aux aspects non verbaux. Par contre, quand on est comme aujourd'hui là, à caméra fermée, il devient important, je pense, de faire un suivi ou peut-être de lancer des sondages au fur et à mesure que nous avançons là, dans la matière là, pour pouvoir se connecter sur l'autre et avoir une idée de ce que l'autre vit là, par rapport à ce qui est présenté en classe. Et se connecter sur l'autre, c'est se dégager de son propre cadre de référence pour se mettre à la place de l'autre et avoir une meilleure idée là, de ce que la matière peut lui faire vivre. Euh, Prendre contact pour développer son empathie. Je faisais des lectures justement en préparation à notre rencontre d'aujourd'hui, puis plusieurs disaient que l'empathie, c'est un art qui se développe. C'est une habileté là, qui peut progresser dans le temps. Euh, Entre autres stratégies pour développer une approche empathique, c'est aussi des stratégies qu'on va retrouver un peu plus loin qui sont suggérées également là, pour développer le sentiment de présence sociale, dont s'adresser à ses étudiants par leur nom. Peut-être lorsqu'on fonctionne en mode asynchrone, prévoir des contacts téléphoniques épisodiques avec ses étudiants ou par Skype là, pour prendre le pouls de l'évolution de leurs apprentissages et par le fait même prendre le pouls de ce que la matière leur fait vivre. Euh, S'assurer que les étudiants puissent, en cours de route, là, vous sentir suffisamment ouvert et disponible là, pour vous interpeller. Et dans la mesure du possible, là, les messages non verbaux, là, je pense que quand on enseigne en visioconférence, sont de riches indicateurs. Pour ce qui est de la présence sociale, vous allez voir dans ma présentation, là, j'ai un peu plus développé sur cet aspect-là. Je pense qu'il existe trois principaux
je dirais, partenaires ou protagonistes là, d'impliquer là, dans un cours à distance. Il y a celui qui le conçoit, il y a celui qui l'anime, le professeur, et celui qui reçoit la matière. Donc, je vais peut-être voir avec vous au fur et à mesure, là, selon qu'on conçoit le cours, qu'on l'anime ou qu'on y assiste, quelles sont les meilleures stratégies là, pour développer son sentiment de présence sociale. Dans un premier temps, le message d'accueil est vraiment important, que ce soit là, sur votre portail de cours Moodle ou autre, ou sur VIA même. Là, ici, on a des exemples sur Moodle et des exemples sur VIA. On suggère parfois, si on peut même, de mettre une courte vidéo là, de 30 secondes dans laquelle vous souhaitez, comme professeur, la bienvenue là, à vos étudiants et que vous fournissez un bref aperçu du cours. Sinon, en contrepartie, on suggère là, de mettre votre photographie dans le but que vos étudiants, avant le cours, à vous associer un visage à votre nom, commencent à apprendre à vous connaître et, dans le fond, se sentent là, interreliés là, avec vous comme professeur. Donc, première stratégie pour améliorer le sentiment de présence sociale quand on conçoit un cours, c'est de développer un message d'accueil où on présente brièvement son cours et la matière là, qu'on voudrait aborder. Une chose qui est, à mon sens, vraiment fondamentale quand on associe l'enseignement en visioconférence ou en webinaire avec un portail de cours comme Moodle, c'est de demander aux étudiants de s'identifier là, par une photo pour dynamiser, pour rendre davantage interactifs là, les échanges qui sont sur le forum. Euh, donc la photo, ça apparaît être quand même une démarche relativement simple et économique là, pour faciliter là, le sentiment de présence sociale. Demandez aussi peut-être à vos étudiants d'inclure un profil en parlant un peu d'eux, de ce qu'ils font, de leur background. Comme à l'écran, par exemple, moi j'ai demandé à mes étudiants stagiaires sur un portfolio numérique qui est construit sur Moodle d'écrire en fait un peu leur background de telle sorte que les professeurs superviseurs au fur et à mesure là, de l'évolution des étudiants dans le programme réseau puissent connaître ou apprendre à connaître, se sensibiliser à chacun des élèves et de la même façon euh, faciliter le contact avec l'étudiant, mais aussi toutes les démarches en lien avec la connaissance de l'autre, puis l'empathie, là, comme je le discutais au préalable. Dans le but de reproduire le plus possible les interactions, là, j'ai écrit ici comme dans l'environnement traditionnel, là. En fait, on devrait comprendre dans le but de maximiser les interactions. Euh, Se détacher de l'écrit pourrait être intéressant également. Se détacher de l'écrit permettrait de capter davantage les émotions des participants et par le fait même là, de poursuivre là, sur le développement de l'art de l'empathie, là, comme je le discutais tout à l'heure. Donc, la meilleure façon, je pense, c'est la voie bidirectionnelle, c'est-à-dire la possibilité d'échanger des capsules audio ou audio-vidéo là, par exemple, moi j'utilise beaucoup Skype pour communiquer avec mes étudiants et quand je suis absent, je leur demande de me laisser des messages avec Skype. On peut laisser des messages verbaux ou vidéo. Mais il y a aussi l'option où le professeur, dans la mesure où il souhaite là, traduire une certaine dimension affective là, par le ton de sa voix, puis par c'est ça. Donc, il peut nous produire des capsules de balado-diffusion en complément à tout ce qui est des aspects écrits qui peuvent être optimisés là, sur des forums de discussion. Généralement, on recommande de limiter le nombre de participants. Euh, dans la littérature que j'ai parcourue, on parle d'un ratio de 30 pour 1 ou même une classe de 25. Vous comprendrez que dans un contexte comme aujourd'hui, en mode synchrone,
Euh, Plus de 25, je dirais, caméras ouvertes, ça a un potentiel de surcharger le système. C'est sûr qu'il y a toujours l'opportunité d'être à caméra fermée. Par contre, on perd, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, quand même des outputs là, ou des inputs visuels importants. Dans des projets qui sont un peu plus, je dirais, consommateurs de temps, il y a les projets avec les portfolios numériques où les étudiants, dans une approche là, réflexive, ont beaucoup d'écrits à réaliser. Et c'est encore d'autant plus important là, de réduire, autant que faire se peut là, dans notre réalité actuelle, le nombre d'étudiants là, qui peuvent participer là, à la classe. Euh, des activités d'apprentissage collaboratif à distance, c'est fort intéressant. Il y a plusieurs médiums là, qui peuvent être utilisés. Dans un premier temps, là, comme je vous le montre à l'écran, là, avec VIA et d'autres d'autres compagnies là, qui permettent la visioconférence sur le web, il y a la possibilité d'utiliser les modes ateliers, de diviser les individus en sous-groupes pour leur faire réaliser différentes tâches, là, des tâches de brainstorming ou des projets de groupe ou des projets de discussion. Un autre élément fort intéressant dans un contexte de supervision intellectuelle, c'est de combiner Skype avec Google Drive et d'échanger à la fois oralement, mais aussi par écrit sur différents contenus. Comme ici, on voit mon étudiante Élise qui travaille sur un rapport d'évaluation et qui reçoit là, en mode synchrone des commentaires ou en fait, des suggestions d'amélioration directement là, sur Google Drive. Un autre exemple là, que je voulais partager avec vous pour structurer les activités en mode collaboratif, c'est la visioconférence. Vous voyez ici, j'ai 7 sites en activité dans un contexte de présentation orale à titre d'exemple. Une expérimentation que je fais avec mes étudiants qui est fort plaisante, c'est de, comme aujourd'hui, de permettre aux étudiants de poser leurs questions sur un chat qui est directement en ligne avec Moodle. Donc, chaque étudiant a son ordinateur dans la classe et pose ses questions au présentateur par le chat. Oui, donc la zone de clavardage qui est créée sur Moodle. En contrepartie, je désigne une étudiante parmi le groupe qui est mon animatrice. Et puis, à entrecouper, comme on va le faire aujourd'hui, de chaque présentation ou à chaque section, l'étudiante anime une période de questions. Et à ce moment-là, on limite le nombre d'interactions entre les sites, mais en même temps, on maximise la participation de chacun à la réflexion et donc au questionnement là, que peuvent engendrer les présentations orales. Favoriser l'interaction aussi pendant un cours, ça peut être rendu possible de façon agréable, je dirais, là, avec Moodle encore une fois, ou avec VIA. Donc avec Moodle, on peut créer des sondages interactifs les réponses peuvent se faire là, directement en ligne et peuvent être présentées là, facilement sur le tableau. On peut aussi se permettre d'avoir un échange écrit pendant le cours, comme par exemple ici, euh, je posais la question à mes étudiantes, je vais la retrouver exactement. Qu'est-ce que c'est les facteurs qui, selon vous, facilitent l'empathie, justement, dans un cours d'évaluation en santé mentale. Et chacun pouvait répondre et le professeur a à ce moment-là la possibilité d'animer en live selon les interactions qu'il a avec ses étudiantes. Euh, donc Moodle, comme je le disais, permet plusieurs activités là, qui favorisent l'interactivité pendant les cours, le clavardage, les forums. On a même entre les cours aussi les ateliers, les wikis. Je pourrais aussi vous donner un exemple, là, puis faciliter nos interactions aujourd'hui en lançant un sondage là, que j'ai créé pour aujourd'hui. Et je vous demanderai de répondre en même temps. On pourrait
on pourrait très bien expérimenter si je vous posais la question à savoir comment vous estimez votre familiarité avec l'enseignement à distance. Est-ce que vous diriez que c'est de très familier à très peu familier, donc par une activité comme celle-là, donc ceux qui peuvent répondre, on peut facilement avoir ou prendre le pouls de la classe en fait. Donc j'ai fait des choix multiples. Je pense que c'était A de très familier à D de pas du tout familier. Et on peut voir que on a une répartition là, de la, le sentiment d'être familier ou non avec l'enseignement à distance. Donc ici, si je vous l'envoie justement, si je vous envoie vos réponses, donc on a une assez belle répartition. Donc on a 28% de personnes qui n'ont pas répondu, mais sur les autres, on voit qu'on a à peu près la, la moitié là, de moins familier, puis la moitié de un peu plus familier. Donc, ça nous donne des idées intéressantes sur la façon dont on peut utiliser nos nouvelles technologies. Avec VIAS, ce qui est intéressant, comme aujourd'hui, si on avait plus de temps, on pourrait expérimenter différents modules comme le partage d'écran. Comme j'ai fait aussi aujourd'hui avec Vincent, le partage de rôle. Si Vincent était un co-animateur avec moi, je pourrais lui donner accès aux outils, au PowerPoint, et pourrait manipuler là, facilement là, chacun de mes outils. Aussi avec VIA, comme par exemple, on pourrait, moi je me demandais justement aujourd'hui, parce que je ne connais pas tous, ou de quelle institution là, à quelle institution vous appartenez. Par exemple, on pourrait faire le test ensemble de cette interactivité-là. Si je vous demandais de prendre l'outil crayon en haut à droite, là, donc vous pouvez effectivement, on voit déjà des personnes qui ont commencé à écrire avec l'outil texte. Donc Robert de Lucar, Emmanuel de Lucac. Donc on peut y aller soit avec le crayon, mais peut-être mieux encore avec euh, l'outil texte. Donc, on voit de provenance assez variée. Puis, c'est intéressant de faire un brainstorming avec ce tableau blanc interactif et même de faire le tri, si vous voulez, des idées qui sont émises par les étudiants. Donc, comme par exemple, ici, on peut facilement faire un tri des éléments. Donc, autant, oui, je pense, des questions. Ah, Vincent, oui, tu voulais intervenir. Oui, donc j'ai une question qui nous vient de Emmanuel Fournier-Chouinard concernant l'outil de télévote. Donc, préparez-vous vos questions ou vos sondages à l'avance ou arrivez-vous à en générer sur le vif? Oui, les deux. Comme pour aujourd'hui, j'en ai préparé trois en fait à l'avance en me disant ça pourrait être intéressant d'expérimenter l'outil. Mais avec mes étudiants, au cours d'une session, ça arrive là, que pour sonder ou pour comprendre là, le- l'intégration de la matière là, qu'ils ont réussi à faire, je peux le formater sur le vif aussi. Donc ça prend quelques secondes, puis on lance le sondage et la fin, le tour est joué comme on dit. Donc les deux sont possibles. Alors voilà, Vincent. Est-ce qu'on Merci on a beaucoup. une autre, est-ce qu'on a une autre question, Vincent? Pas pour le moment. Ok, parfait. Donc Donc, je je vous vais invite reprendre. tous à continuer de me bombarder de vos questions. C'est apprécié. On va prendre le temps pour vous répondre dès que possible. Parfait. Donc, on a vu quelques exemples là. J'utilise beaucoup le visionnement de vidéos sur des plateformes comme celle-ci en supervision clinique individuelle. On a vu, bon, qu'on peut facilement aussi utiliser des interactions non verbales en utilisant les icônes qui sont, bon, en bas de mon image, etc. Donc, l'interactivité, c'est quelque chose qu'on peut exploiter facilement avec des plateformes comme VI Moodle. Euh, Vincent, je transigerais là, je ferais une transition des stratégies à l'attention des concepteurs vers
à l'attention des professeurs et des étudiants là, que je vais traiter les deux en même temps. À ce stade-ci, s'il y avait d'autres questions, je serais partant. Est-ce que la présentation que je fais jusqu'à maintenant suscite des réflexions? Est-ce qu'elle suscite des interrogations? Est-ce que, dans le fond, il y a des partages d'expertise là, qui peuvent être réalisés? Donc, on a Stéphane qui a la main Il me levée, semble, Vincent. oui. Je peux-tu adresser Stéphane, ma je vous invite question à... avec le micro? Oui, Absolument. Ouais, on peut-tu, je sais pas si, moi ce qui m'intéresse, bon, j'enseigne à l'ETS depuis 2009, là, en mode à distance. Ce qui m'intéresse, c'est les trucs, les astuces, là, tu sais, un petit peu plus, là. Fait que j'aimerais, je sais pas si on peut-tu activer les micros des autres aussi, s'il y en a qui ont des choses à partager, c'est ce que j'aimerais voir un peu, là, tu sais. oui, Ou oui. Moi, peut-être à la fin, là, je ne sais pas comment, là, mais c'est quand on parle d'interaction, la première chose, ben, au moins qu'on puisse aller chercher le buy-in, là, de feedback des gens. Les gens ont peut-être des idées, des choses. Moi, j'ai plein de choses que je fais, j'aimerais ça les partager, puis voir d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas comment on pourrait le faire, mais c'est ce que j'aimerais, là, je trouverais intéressant. Il y a 30 personnes, puis il y en a là-dedans qui ont déjà qui ont déjà une certaine expérience. Fait que de mettre ça peut-être tantôt là, en commun, ça serait intéressant. parfait. Vincent? Absolument. Ouais. Moi Oui. aussi, je suis d'accord Donc, avec c'est le l'idée. tour de... Oui, je suis bien d'accord avec l'idée de Stéphane. On fera une période de discussion à la fin qui pourra s'étendre jusqu'à 1h30. Si Frédéric est disponible, bien sûr. Oui. Alors, je vais poursuivre si vous voulez, puisque le temps file, puis j'aimerais peut-être faire la synthèse là, de d'autres stratégies. Et puis, comme Vincent le proposait tout à l'heure, si vous êtes disponible, moi, je suis disponible à rester avec vous pour qu'on échange de manière plus ou moins formelle là, après la présentation. Donc, je vais reprendre les planches peut-être en synthèse, en accélérant un peu. Euh, c'est sûr que le forum de discussion prend la place de la discussion verbale lorsque on est en mode asynchrone, même lorsque on quitte la classe virtuelle pour la semaine. Donc, c'est important ici là, que l'enseignant joue un rôle actif, un rôle central là, euh, dans la discussion au niveau des forums, sans toutefois là, prendre la responsabilité là, de répondre à chacun des étudiants pour permettre justement une espèce de collégialité puis d'interaction entre les étudiants. Ça m'amène à faire le lien directement avec les échanges courriels. Donc, on suggère là, au professeur, comme à l'étudiant d'ailleurs, une réponse relativement rapide au courriel. Il y a des standards là, qu'on propose là, qui sont de l'ordre de réponse dans les 24 heures là, de jour ouvrable. Certains ajouteraient dans le but, dans le fond, de faire sentir à l'étudiant sa présence et son attention là, dans le contexte là, de l'apprentissage. Les rétroactions aussi sont importantes dans les cours à distance. Bon, tantôt, j'ai donné des exemples d'attribution de tâches là, où je m'associe avec un de mes étudiants à tour de rôle pour faire là, une certaine animation. Mais il y a aussi les rétroactions qu'on peut donner, soit par écrit, soit verbalement, aux étudiants. Donc, on suggère de faire des rétroactions le plus possible individuelles. Des rétroactions individuelles, donc plutôt que de groupe pour maximiser la satisfaction, mais aussi favoriser là, le sentiment là, d'appartenance là, au groupe et mobiliser l'étudiant là, dans son processus d'apprentissage. On recommande peut-être aussi pour les cours asynchrones, là, donc où on n'a pas l'occasion de voir régulièrement ses étudiants, de déterminer des moments précis là, dans le temps pour prendre rendez-vous avec ses étudiants puis assurer là, le suivi au niveau des apprentissages. Un autre élément qui peut être intéressant, en tout cas moi je l'applique vers le premier tiers ou la moitié de la session. Je crée un forum sur la plateforme du cours dans lequel je demande aux étudiantes de donner leurs commentaires sur le cours, leur satisfaction, leur appréciation et de faire des propositions et des suggestions là, constructives pour améliorer le cours, soit au niveau du rythme, soit au niveau du contenu.
C'est des éléments là, que j'ai mis en place là, au fil des années puis qui permettent, le sentiment d'appartenance, mais aussi la construction, la co-construction là, du cours, là, puis la qualité là, qui va avec. En mode asynchrone aussi, là, les éléments là, que je voudrais souligner qui sont les plus intéressants, c'est de prévoir des moments de discussion informelle, de prévoir des plages horaires soit en chat ou soit justement en forme visioconférence ou même par Skype, hein. On peut aller avec Skype en multi-utilisateur. Ou d'une part, on apprend à connaître son étudiant en faisant des discussions informelles, mais aussi on structure la discussion de manière à consolider les apprentissages et les éléments principaux qui auraient été mis en ligne là, par les différents forums. Justement, Emmanuel en parlait tout à l'heure, pour qu'on n'ait pas l'impression là, que l'étudiant est assis là, derrière sa caméra et qu'il soit passif, en fait, tant au niveau de ses apprentissages ou distrait peut-être par d'autres choses. Moi, personnellement, j'engage beaucoup avec mes étudiants là, la discussion. Chose que j'aurais aimé beaucoup faire aujourd'hui, mais le format de l'activité ne le permettait pas. En tout cas, dans la première partie de l'activité, c'est sûr. Euh, Moi, contrairement à M. Bilodeau, là, j'utilise beaucoup le chat pendant le cours, ce qui fait que je peux participer à la fois à la discussion écrite et à la fois à la discussion là, orale avec mon étudiant et mes étudiants. Pour ma part, ça donne des résultats qui sont intéressants au niveau de la dynamique du groupe. Euh, Parler de soi, parler de son expérience, permettre à l'étudiant de parler de lui. Ça permet plusieurs facteurs, là. Ça humanise le professeur, ça permet de développer son empathie, ça donne la crédibilité, surtout si on enseigne des cours cliniques. Moi, dans mon cas, partager de mon expérience clinique avec mes étudiants, c'est quelque chose qui est apprécié. Et ça contribue effectivement à dynamiser et à activer là, la participation là, de l'étudiant. Euh, je dirais à ça, bon, j'ai mis un exemple en fait là, de forum là, où après un séminaire, une étudiante était super contente de rencontrer son groupe, puis elle s'est permis de l'échanger. Oui, Vincent. Oui, donc on avait une autre question de Madame Fournier-Chouinard. Offrez-vous des plages horaires de présence et invitez-vous des étudiants à venir ou le faites-vous sur rendez-vous? OK. J'ai essayé la plage horaire fixe, là, puis où je demandais aux étudiants de se présenter à telle heure s'il y avait des questions et tout ça, puis ça a plus ou moins bien fonctionné cette expérience-là. En fait, je fonctionne de deux façons là, actuellement, sur rendez-vous, pour des discussions qui sont un peu plus longues ou qui demandent un peu plus là, d'approfondissement là, au niveau de la discussion. Par contre, pour des informations éclair, j'utilise Skype. En fait, pour moi, Skype, c'est la porte du bureau. C'est mon bureau virtuel. Et d'entrée de jeu avec mes étudiants, là, je conviens avec elles. Là. Je pense que j'ai une planche à ce niveau-là. Je conviens avec elles d'un code. Là. Dans le fond, lorsque je suis à mon bureau et que je suis disponible pour leur parler ou écrire avec elles, leur écrire, bon, je suis connecté, sinon, je suis absent. Et ça marche super bien. Donc, les étudiantes arrivent sur Skype, posent leurs questions en SMS, ils ont une réponse rapide. Mes courriels ne sont pas surchargés, puis euh, l'étudiant a la satisfaction là, d'avoir une réponse là, presque immédiate là, à sa question. Si je fais la synthèse, je fais plus de plage horaire, je me rends disponible par moment, les étudiants viennent au hasard sur Skype ou sinon on prend un rendez-vous formel. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien. Euh, si Oui, je vais très rapidement, intéressant comme stratégie. Merci beaucoup, Frédéric. merci. Je favorise aussi beaucoup là, l'utilisation là, du langage non verbal. En mode virtuel
Pour ma part, ça prend un peu la place là, des expressions faciales. Euh, et on sait, Skype et autres médiums nous proposent ou nous permettent d'avoir accès à plusieurs émoticônes. Dans les nouveaux groupes, en fait, ou dans tous les groupes, je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste pour avoir une photo là, de l'étudiante. Moi, ça m'aide à associer là, son nom à son visage. Et dès les premiers cours, je m'adresse à mes étudiantes par leur prénom. J'essaie le plus possible là, de les mémoriser pour créer comme cette relation-là de proximité, là, malgré la distance là, avec mes étudiantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je multiplie les opportunités que mes étudiantes puissent m'adresser leurs peurs, leurs craintes ou leurs préoccupations. Donc, dans une session, je reste autant disponible dans les cours que entre les cours par les différents médiums, dont surtout Skype, là, vu que j'ai la gestion des courriels, c'est pas optimal là, pour moi encore, vu qu'il y en a trop. Donc, et effectivement, il y a différentes règles de communication. Là, vous vous en doutez très bien là, qu'on présente là, dès les premiers cours, notamment ne pas parler en même temps. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça fait là, quand on parle en même temps, on l'a vu aujourd'hui. D'utiliser la case d'écoute toujours pour éviter les échos. D'utiliser les émoticônes ou la main levée le plus possible pour s'adresser à nous. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, utiliser le clavardage lorsqu'on a un commentaire à faire. Pendant la pause, c'est bien important pour moi, pour que les étudiants là, aient leur intimité, que la caméra soit fermée. Et surtout, 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 euh, je leur demande de s'assurer de ne pas être dérangés pendant le cours, donc de mettre d'aviser en fait tout le voisinage que le cours a lieu, donc on n'est pas disponible pendant ce temps. Alors Vincent, je vais amorcer une conclusion rapide, pour ensuite de ça peut-être donner accès là, aux gens pour poser leurs questions. Pour ma part, l'enseignement à distance, c'est un atout là, pour plusieurs étudiants d'avoir accès à la connaissance un peu partout là, à travers le Québec, à avoir accès à des ressources spécialisées. C'est un grand avantage, mais ça pose aussi des grands défis. Euh, le premier défi est au niveau de la conversation pédagogique. Et c'est là où je proposais d'intégrer des éléments ou des dimensions en lien avec l'empathie, l'échange intime, là, je dirais, au niveau émotionnel ou au niveau affectif, pour permettre à l'étudiant de se sentir considéré comme un individu à part entière. Et je suggérais aussi là, dans ma conférence d'intégrer ces éléments-là en lien avec l'empathie au sentiment de présence sociale, qui, dans le fond, a comme perspective d'augmenter les interactions entre les différentes parties prenantes du cours pour favoriser, maximiser leurs apprentissages. Le défi, je pense, ça pourrait être intéressant en tout cas de réfléchir, si on revient à mon premier tableau là, sur les 3 générations d'enseignement à distance, de combiner peut-être chacun des aspects positifs et chacune des forces de ces générations, les combiner pour réinventer, je dirais, ou recréer des situations d'apprentissage qui maximisent finalement l'intégration des connaissances là, pour les apprenants. Évidemment, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est pas révolutionnaire, c'est pas nouveau. Vous le faites déjà probablement toutes. Et ça peut être synthétisé là, en 5 grands points pour maximiser le respect, le sentiment de présence sociale, considérer le respect, le partage, garder l'esprit ouvert, euh, s'assurer que tous, un chacun se sentent exister à travers la communauté, pas de pratique, mais d'apprentissage, et de favoriser le développement de relations d'intimité entre le professeur et les étudiants et entre les étudiants eux-mêmes
dans un environnement où on sent à la fois là, la confiance et le respect là, réciproque. Donc, je sais que j'ai passé rapidement sur ça, Vincent. Je conclurai peut-être en disant que malgré l'existence de trois générations de formation à distance, les éléments principaux demeurent les mêmes, hein. C'est le professeur, l'étudiant, puis son contenu, le contenu en fait qu'on veut apprendre. Et peut-être est-ce que en ayant une façon créative là, d'exploiter à la fois la technologie ou les technologies et les différentes théories existantes en pédagogie, on pourra assurément optimiser les apprentissages, la satisfaction et le plaisir d'apprendre là, chez l'apprenant. Je m'excuse de ce petit sprint final, là. Je voulais m'assurer qu'on respecte quand même le temps pour ceux qui ont à partir à 1 heure. Je reste disponible, Vincent, pour des questions et donc je te passe la parole là, pour animer là, la dernière partie là, de la conférence.